Le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télévisions locales de France aussi et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale d'info, le JT des territoires dans un instant, suivi de la météo, et puis à 8h, territoire d'info avec notre invité politique aujourd'hui, c'est Renaud Muselier, le président de la région Sud, ex-PACA, on en parlera avec lui tout à l'heure. Tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant. On commence ce journal avec toujours pas de sortie de crise en vue, 9 jours après le début d'une mobilisation d'une ampleur rare des gardiens de prison. Le conflit s'enlise partout en France. Leurs syndicats ont quitté hier la table des négociations avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, rejetant les propositions du gouvernement. Direction les Pyrénées-Orientales où l'on suit le blocage de la maison d'arrêt de Perpignan avec Alizé Marty pour Via Occitanie. C'est un conflit qui s'enlise dans toutes les prisons de France, comme ici, dans les Pyrénées-Orientales. Dès 6 h ce mardi matin, environ 150 surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Perpignan bloquaient l'accès à l'établissement. Sur le devant de Perpignan, ça fait 9 jours pleins, sans interruption. Et voilà, la colère est là, la colère est toujours là, elle monte, elle monte. Aux alentours de 9 h, une compagnie de CRS sonne la charge afin de déloger les surveillants pénitentiaires. Les discussions mardi entre la garde des Sceaux, Nicole Belloubet et les syndicats n'ont pas apaisé le conflit. Ils demandent que soit abordée la question des rémunérations restées en suspens pour le moment. Il est admissible qu'un surveillant gagne 1 300 € par mois en début de carrière pour travailler à Paris, en région parisienne. Et en ce moment, on a un attentat tous les jours. Qui a envie de faire ce métier à l'heure actuelle? Il faut que la ministre en prenne conscience. On est en prison, on garde des gens dangereux qui frappent l'État à travers nous. Si l'accès à la prison est désormais protégé par un cordon de CRS, les extractions de détenus, notamment en vue de comparution judiciaire, ainsi que les parloirs, sont pour l'heure bloqués. Des inondations un peu partout en France, 20 départements toujours placés en vigilance orange, direction l'Aube, où plusieurs communes ont été touchées par la montée des eaux, notamment aux alentours de l'agglomération troyenne, à la frontière avec Lyon. Des habitations ont été inondées, des routes coupées. Flavien Léger pour Canal 32. En temps normal, l'Aube suit calmement son cours, mais le niveau de la rivière est de plus en plus élevé, jusqu'à atteindre 2,63 m. Bar-sur-Aube n'avait plus connu de telles inondations depuis 1910. Nous sommes aujourd'hui sur le point le plus haut depuis un siècle, avec évidemment des débordements dans certaines rues de la ville, en particulier ici à Mathaux, la rue des Trois Tours, près des hypermarchés. Et donc sur les affluents hier où 3 rues ont été coupées. Un cabinet de kinésithérapie est notamment inondé. 8 familles ont été évacuées. Toutes ont trouvé une solution de relogement grâce à leurs proches. La plupart des maisons et des familles qui ont eu l'habitude dans le passé ont des maisons qui sont adaptées. Mais c'est vrai que nous sommes dans un quartier là tout de suite où les personnes ont dû arrêter les chaudières puisqu'elles sont sous l'eau. Et puis certains ont des chauffages d'appoint. Maintenant en cas de besoin, c'est vrai que nous avons toutes les solutions de relogement possibles. Le Bar-sur-Aubois est la partie la plus sinistrée du département. À Arsonval, l'école a été fermée. À Jaucourt, la crue est plus importante que celle du début janvier. 10 cm de plus, la rue principale est submergée et 3 accès à la commune sont totalement coupés. Seule la route de Proverville reste ouverte aux véhicules, mais la prudence est de mise. Et à Spoix, la rivière du Landion est aussi sortie de son lit. Plusieurs routes sont inaccessibles. Depuis dimanche soir, des maisons sont envahies par les eaux. On a sauvegardé tout ce qui était possible, on a colmaté l'habitation avec du sable, on a surélevé tous les meubles avec l'aide des pompiers et des habitants de la commune. Donc malheureusement on ne pouvait rien faire et de mémoire j'ai jamais vu ça. J'ai pratiquement habité ici toute ma vie et une crue de telle ampleur, j'ai jamais vu ça.
La situation est également préoccupante à Longchamp-sur-Aujon. Nous, on arrive au point 7000 plus important que 2013 pour notre commune. Et, une quinzaine de maisons ont été inondées avec 40-50 cm d'eau dans les maisons et il y a à peu près 6-7 familles de relogés. Le sous-préfet s'est rendu dans les différentes communes touchées et les pompiers et gendarmes sont mobilisés pour aider les habitants. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de mise en danger de la vie humaine. Donc pour l'instant, on est sur des dégâts dans des caves notamment. Et donc on essaie de voir avec les élus pour éventuellement reloger les gens qui sont le plus sinistrés. Le pic de crue est attendu jeudi matin à Bar-sur-Aube. L'Aube est passée en vigilance orange inondation ce mardi et jusqu'à mercredi 16h. Toujours dans ce domaine, la taxe inondation se répand en Moselle. 200 intercommunalités ont d'ores et déjà décidé de l'appliquer pour les aider à prévenir les crues et inondations. Ce nouvel impôt en vigueur depuis le 1er janvier dernier, la taxe Gemapi, avait été élaborée sous François Hollande et l'ancienne majorité au pouvoir. L'État a institué un plafond de 40 € par an et par habitant. Mais chaque intercommunalité est libre de fixer son propre tarif. À Forbach, elle s'élève ainsi à 4,90 €. Michel Weiss pour Mirabel TV. Dès cette année, les 80 000 habitants de la communauté d'agglomération de Forbach devront s'acquitter d'un nouvel impôt, la Gemapi ou taxe inondation. Fixée à 5 € en moyenne par an et par habitant, cette nouvelle taxe doit permettre aux intercommunalités de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, une compétence jusque-là assumée par l'État. Avec 500 000 € de dépenses nouvelles qui nous arrivent d'une année à l'autre, avec des dotations en baisse depuis quelque temps, nous n'avions pas d'autre choix en réalité que de lever cette taxe plutôt que d'aller chercher ces montants sur le budget général où on n'aurait pas pu les trouver, sauf à faire d'autres sacrifices sur d'autres dépenses. Des recettes qui financeront en partie les travaux de la ligne Maginot aquatique. Seule bonne nouvelle pour certains habitants de l'agglomération, la nouvelle taxe remplacera la redevance actuellement versée au syndicat des eaux. Après une année 2017 particulièrement marquée par les inondations et avec des collectivités exsangues financièrement, nombreuses sont celles qui pourraient la mettre en place en 2018. Il est vrai que dans d'autres secteurs, que ce soit chez nous par ici, au niveau national, il peut y avoir d'autres contraintes beaucoup plus importantes, telles que le littoral, notamment, par exemple, avec des digues pour éviter les submersions, où la taxe peut évidemment augmenter et être différente de la nôtre. Une taxe qui pourrait être revue à la hausse ou à la baisse dès l'an prochain et selon les besoins de l'intercommunalité. Après Forbach, Metz Métropole vient elle aussi d'annoncer son intention de prélever la taxe inondation, tout comme 220 autres intercommunalités en France. Plafonnée à 40 € par an et par foyer, elle s'appliquera à tous les contribuables, qu'ils soient ou non concernés par des risques d'inondation. Et maintenant, dans ce journal, Caen Polytechnique se déplace en banlieue. Des étudiants de la prestigieuse école ont choisi d'effectuer leur service civil dans des lycées de Seine-Saint-Denis auprès d'élèves en difficulté. Un soutien scolaire bienvenu qui pourrait susciter des vocations. Reportage exceptionnel de Cécile Sixou pour Public Sénat. Avec leur dégaine de lycéens, Adrien et Mathieu pourraient passer pour des élèves du secondaire. Mais à 17 et 19 ans, les deux jeunes hommes sont en réalité étudiants dans l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs, Polytechnique. Dans ce lycée, situé en zone sensible à Saint-Denis, ils effectuent leur service civil, un stage de 6 mois qu'ils ont choisi où ils donnent des cours de soutien en maths et en physique. On découvre un monde assez différent du lycée dans lequel j'étais avant, avec des réalités sociales que je connaissais pas. Mais au final, tous les élèves sont très sympathiques, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. On passe de l'autre côté de la barrière, donc du côté des professeurs, ça fait un petit peu bizarre au début de changer de côté en soi, mais on s'habitue assez vite et ça fait une très très bonne expérience. Une rencontre élite milieu défavorisé, souvent fertile. 1x c'est moins 2x, c'est ça. D'où naissent des complicités. Il est assez pédagogue. Ouais. Même s'il est plus petit que moi. C'est-à-dire il est plus petit. Ah, il est plus jeune que moi. Au début, c'est vrai que ça frustrait un peu, mais on a appris à vivre avec. Au bout d'une semaine, c'est bon. Hein. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, c'est bon. Non, mais ils nous prennent. C'est surtout qu'ils font pas comme s'ils étaient des professeurs. Enfin, ils se mettent à notre place aussi. Donc, du coup, si on peut se mettre à leur place. On y était il y a 3 mois, quoi. Enfin, non, il y a 5 mois. Ouais, voilà. Mathieu et Adrien vivent sur place.
Entre deux cours, ils font une pause dans leur appartement. En fait, c'est surtout que vous êtes dans un établissement scolaire qui est spécial. C'est pas tellement l'endroit, c'est que le soir c'est vide. Donc c'est un peu vivre au milieu de nulle part. Pour le proviseur adjoint, leur présence est une aubaine. Ils sont des forces supplémentaires dont le lycée a bien besoin. Après, il y a quand même une disponibilité de leur part et une souplesse dans la façon de travailler qui est très appréciable pour nous, même en termes d'image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des parents d'élèves qui sont inquiets légitimement pour leurs enfants, quand on leur explique qu'on a des soutiens scolaires disponibles, c'est vrai que le fait de pouvoir mentionner le fait qu'on a des assistants pédagogiques qui sont de l'école polytechnique, je pense que c'est rassurant pour les parents. Rassurant pour les parents, mais aussi enrichissant pour ces futurs managers, confrontés à un autre milieu social que celui dans lequel ils ont toujours évolué. Souvent, ils bloquent sur des choses. On ne s'est jamais posé la question en fait. Donc on arrive dessus et on se dit, d'abord, qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas l'élève ? On essaie de comprendre voilà, ce que ne comprend pas l'autre et comment est-ce qu'on va pouvoir lui expliquer. Et ça, pour essayer de s'adapter à l'élève, c'est vraiment hyper intéressant et même... plus tard professionnellement, on est amené à avoir des postes de direction et tout ça, pouvoir adapter sa manière de diriger à l'employé qu'on a en face et comprendre les problèmes auxquels il fait face, c'est ce qu'il y a de plus important pour être un bon manager. S'ouvrir l'esprit et prendre conscience d'autres réalités sociales. Dans quelques semaines, Mathieu et Adrien repartiront suivre leurs propres études à l'IX. Le lycée espère bien de son côté pérenniser ce partenariat. Eux comptent garder le lien avec les élèves et voir comment ceux qu'ils ont aidés évoluent sur le long terme. Voilà, le JT des territoires se poursuit. Il est préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, c'est le club de la presse. Je reçois Guillaume Doyen et Thierry Dupont. Guillaume Doyen de la Gazette des Communes et Thierry Dupont de l'Express. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région. On les regarde ensemble. Dans l'actualité de la presse quotidienne régionale, les prisons bien sûr, avec la Nouvelle République pour démarrer. Mauvière, du cannabis dans la sauce du saumon. Ne prêtez pas attention à ce titre, vous irez voir de quoi il s'agit, vous verrez, dans la Nouvelle République. Je vous laisse la surprise. C'est pas de trêve pour les surveillants à la centrale de Saint-Maur, bien sûr. La photo principale de la une de la Nouvelle République. Quant à la Marseillaise, c'est la prison des Baumettes sous très haute tension. Les négociations avec le gouvernement sont au point mort. Les agents pénitentiaires entament aujourd'hui leur 10e jour d'action. Et dans les Bouches-du-Rhône, le mouvement est très suivi à Tarascon et Marseille, où s'entassent 1800 détenus pour 1200 places. On reçoit tout à l'heure Renaud Musuelet, le président de la région Sud, sur ce plateau. On ne manquera pas de lui poser des questions sur ces sujets. Pour Ouest France, c'est Carrefour, le plan pour se redresser. À la une du plus grand quotidien régional de France, c'est Alexandre Bompard, le président de Carrefour, qui est nommé depuis 7 mois, donc, qui a présenté son plan de restructuration. Pour la Provence, édition Marseille, eh bien, sécurité et maintenant la reconnaissance faciale. Quoi ma gueule ? À Marseille, c'est les logiciels qui analysent les images de vidéoprotection qui débarquent. Une application de dénonciation des délits qui pourrait arriver à son tour dans la région. Et puis pour le Télégramme, objectif reste à charge zéro. C'est les dépenses d'optique, les prothèses dentaires fameuses et auditives qui sont mal remboursées par la sécurité sociale et les assurances complémentaires qui sont à la une du Télégramme. Promesse électorale oblige, le gouvernement a donné jusqu'au mois de juin aux acteurs de la santé pour s'entendre sur un panier de soins remboursé à 100%. Une bonne nouvelle. Pour l'Union de Reims, dont la direction est dirigée par Sébastien Lacroix, c'est un marnais au procès de Jawad. Face aux logeurs des terroristes, 110 victimes du 13 novembre sont défendues par le rémois maître Gérard Chemla. C'est à la une de l'Union. Pour le courrier Picard, SNCF, ça ne peut plus durer. Ça, c'est pour les Hauts-de-France. La SNCF exaspère ses clients, on le savait. Elle insupporte aussi Xavier Bertrand, président de la région, qui veut expérimenter la privatisation de certaines lignes. Pour La Voix du Nord, le grand quotidien du Nord, c'est le reportage dans les dernières zones blanches de la région, ces territoires où l'on vit sans réseau. Comment est-ce possible aujourd'hui ? Ça ne capte toujours pas, à lire en page 3 de La Voix du Nord. Et puis, pour le Maine Libre, l'édition Grand Mans, je ne veux pas mourir sans m'être battu. Il est producteur à la coopérative laitière de Sodial, Sylvain Mété, se pose beaucoup de questions après la diffusion d'un reportage de Cache Investigation sur son métier. Il s'exprime aujourd'hui dans le Maine Libre. C'est passionnant.
tous ces articles, vous pouvez les retrouver sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Je vous y encourage quand vous n'appartenez pas à la zone de diffusion de ces journaux quotidiens. Voilà, le Club de la Presse aujourd'hui. Guillaume Doyen, bonjour. Bonjour. Je vais parler de vous. Vous dirigez la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là. Et puis Thierry Dupont de l'Express. Bonjour. Plus particulièrement chargé des villes, souvent. Mais là, aujourd'hui, il s'agit d'un sujet politique. Nous allons nous intéresser à un nouvel écologiste dans le paysage politique. Un écologiste de droite. Alors, si cela vous surprend, il vous faut lire l'Express cette semaine. Votre article, Thierry Dupont, s'intitule « Vauquier rêve de se peindre en vert ». Et puis avec vous, Guillaume Doyen, on ira examiner concrètement que la territoriale, comme on l'appelle, a été le seul versant dans la fonction publique à connaître une baisse des effectifs en 2016, avec des conséquences très très concrètes dans nos vies et dans vos vies. Voilà, Vauquier rêve de se peindre en vert. Le nouveau président des Républicains veut construire une écologie de droite, véritable tournant idéologique ou simple marketing politique. Vous posez la question dans l'Express, dans votre papier, Thierry Dupont. Oui, je ne vous sens pas convacu. Si, bien sûr. Non, en fait, on est parti du constat que Laurent Wauquiez en parlait. On a parlé plusieurs fois pendant la campagne pour la présidence des Républicains, et, notamment lors de sa grande rentrée politique au Mont-Mézinc en septembre. Il a dit moi, je rêve de construire une écologie de droite. Je veux une écologie qui soit incitative et non punitive. Je veux construire une écologie basée sur l'innovation et non sur la contrainte. Donc voilà, donc après, il en a reparlé à d'autres occasions, donc on a voulu voir sur quoi ça se basait. Il y a un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les préoccupations liées à la défense de l'environnement, elles sont partagées bien au-delà des cercles uniquement écologistes. Comme me le disait un interlocuteur, aujourd'hui, les jeunes électeurs de droite se préoccupent eux aussi du changement climatique et de ce qu'ils ont de la qualité de ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc voilà, je pense que Wauquiez a fait ce constat lui aussi, c'est un homme intelligent, et donc il veut aussi répondre à ces préoccupations de son électorat. Il ne veut pas abandonner ce terrain au macronisme triomphant, qui déjà braconne sur ses terres en termes de programme économique. Donc voilà, il essaye d'y répondre. Et pour ça, il essaye de développer une pensée et il l'expérimente d'une certaine façon dans son fief de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Préparer l'avenir, le sien notamment, à quelques jours du second tour de la présidentielle de 2017, Laurent Wauquiez pense déjà au coup d'après. Guillaume Doyen, c'est un bon coup d'essayer de créer un mouvement, enfin une écologie de droite, un mouvement d'intérêt? En tout cas, c'est un créneau qui est à prendre finalement, puisque du côté de Macron et d'Édouard Philippe, il y a eu, je dirais, quelques couacs qui n'ont pas fait preuve d'une grande verve écologique. On a vu quand même Nicolas Hulot dans des situations difficiles. Donc cet emplacement-là, vous l'avez souligné, effectivement, Macron braconne sur ses terres en matière économique. L'emplacement écologique, là, il y a quelque chose à faire pour lui. Est-ce qu'il réussira à convaincre son électorat, et au-delà de son électorat, c'est autre chose. Mais en effet, il doit aller dans cette direction. Et puis la deuxième chose, c'est que l'écologie, sont aussi les préoccupations dont vous parliez, en effet. C'est aussi, on peut dire, la sécurité alimentaire, hein. C'est aussi la santé d'une manière plus générale. Donc c'est un spectre tellement vaste maintenant qu'il ne peut pas s'en passer. Ça ne sont pas que des voitures électriques, pour faire court. Le fait qu'il soit président de région le crédibilise sur ce sujet ou pas? En tout cas, c'est une application possible localement. Ça lui permet d'agir, d'essayer de construire une action. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça se traduit par exemple, lui privilégie par exemple, plutôt que de donner de l'argent, il a taillé dans les subventions en règle générale, mais plutôt que de donner de l'argent aux associations environnementales, il préfère les donner aux chasseurs. Vous voyez, c'est quand même, ça s'appuie aussi sur une idéologie qui est basée sur l'enracinement, sur la défense du patrimoine, des terroirs, des territoires. Donc voilà. Après, le problème pour l'instant, c'est qu'il y a eu pas mal de paroles, un peu vagues, et sur les dossiers concrets qu'on a pu avoir ces dernières semaines, vous l'évoquiez tout à l'heure, par exemple sur le glyphosate, il dit il faut trouver un produit de substitution avant de l'interdire, sinon on pénalise nos propres agriculteurs. D'accord, mais enfin, entre la poule et l'œuf, comment on fait? Sur Notre-Dame-des-Landes,
Il dit, Laurent Wauquiez dit, moi je suis, il aurait fallu le faire parce que on capitule devant les zadistes et parce qu'il y a eu une consultation citoyenne donc qui s'exprime en faveur de Notre-Dame-des-Landes, donc il fallait le faire. Mais en fait, sur le bien fondé lui-même du projet, il ne dit rien. Donc on attend. Le but du papier aussi, c'est de l'interroger, de l'interpeller, de savoir exactement quelle est la réalité de ses convictions. Un sujet qui concerne tout le monde, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le nucléaire. Quelle part respective pour le nucléaire et les énergies renouvelables prône-t-il dans la production d'électricité, par exemple? Alors ça, pour l'instant, on attend. Il faut le voir. Ce qu'il faut savoir, ses adversaires disent, Wauquiez écolo, bon, ça nous fait rire parce qu'on se rappelle qu'il était plutôt sur la ligne de Nicolas Sarkozy en 2011. C'est drôle d'ailleurs, vous rappelez la phrase de Sarkozy. Ça commence à bien faire. Ouais. Vous vous rappelez que Nicolas Sarkozy avait fait quelque chose de très fort au niveau de l'environnement, c'était le Grenelle de l'environnement, que tout le monde lui reconnaît. Jean-Louis Borloo. Et effectivement, je pense qu'il y a un avant et un après. Pour la droite, il y a un avant et un après Grenelle de l'environnement. Simplement, après, Sarkozy avait dit, bon, l'environnement, ça commence à bien faire, ça suffit. Et pour l'instant, Wauquiez était plutôt resté sur cette position. Donc aujourd'hui, on va voir s'il y a effectivement un nouveau tournant dans la pensée de droite. En tant que patron de région, il peut faire des choses. Hein. Oui. Il a des moyens pour le développort économique. Mais il peut privilégier, comme le disait Thierry Dupont, un secteur plutôt que l'autre. Absolument. Pour être plus complet, il favorise aussi l'agriculture. Il essaie de favoriser les circuits courts pour favoriser les produits d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il a aussi un plan qui s'appelle Zero Emission Valley, qui est le développement de la filière mobilité hydrogène. Bon, voilà, ce sont des petites choses. On va voir si les petites choses font une grande politique. Voilà, c'est dans l'Express. Cette semaine, Wauquiez rêve de se peindre en vert. Et l'Express qui met Emmanuel Macron en couverture avec Macron, Dieu et la politique. Avec un regard d'Emmanuel Macron vers le haut. Interroger, c'est encore un débat qui va venir prochainement, c'est sur la laïcité. Vous savez bien que pour l'instant, on attend encore d'avoir une vision claire de la laïcité version Macron. Voilà. Et j'ai bien aimé les photos de Laurent Wauquiez que vous publiez devant une voiture hydrogène. Voilà, la communication n'est jamais très absente. Non, jamais chez Wauquiez. Voilà, Guillaume Doyen, on passe aux conséquences très concrètes dans nos vies quotidiennes des effectifs territoriaux. C'est le nombre de fonctionnaires qui a baissé en 2016. C'est clair et net. Voilà, alors 2015, ça baisse un peu, 2016, ça rebaisse un peu. Alors on est encore dans l'épaisseur du trait, dans le moins de 1%, mais c'est une révolution. C'était encore une fois jamais arrivé depuis qu'il existe des fonctionnaires territoriaux. À quoi ils servent? Donnez-nous concrètement, qu'est-ce qu'ils font, ces fonctionnaires territoriaux? C'est qui? Alors, un agent territorial, qu'il soit fonctionnaire ou pas, celui qui est employé par la commune, il va s'occuper de l'état civil, il va s'occuper des crèches, il va s'occuper des transports en commun. Des cantines? Il va s'occuper des cantines, il va s'occuper du réseau d'assainissement, il va s'occuper d'un nombre de choses. De notre vie quotidienne. Mais d'un nombre de choses tellement énormes que vous ne vous en apercevez plus, si vous voulez. C'est simple de dire ce que fait un policier, un enseignant, tout le monde voit, si vous voulez. Mais le service public local, c'est plus difficile à définir. Or, ça couvre absolument la totalité des éléments de votre vie quotidienne. Des exemples. Du lever jusqu'à la fin de la journée. Si vous dites, il n'y a plus de crèche, comment vont faire les familles? S'il n'y a plus de cantine scolaire. La cantine scolaire, c'est pas une obligation. Vous savez, les maires, non. La loi, rien ne les oblige à créer une cantine scolaire. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement... Il y en a qui n'en font pas? À mon avis, dans une toute petite ville, mais c'est quasiment impossible, si vous voulez. Mais si vous continuez là à baisser, il y a des moments où ils vont faire des coupes à des endroits. Et donc là, ça va se voir. Et finalement, c'est pour ça, finalement, que les Français réagissent assez peu à l'idée qu'on baisse les effectifs des agents territoriaux du service public local. Parce qu'ils ne voient pas encore ça très bien. On leur dit moins de policiers, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On leur dit moins de personnes en crèche, on ne voit pas encore très bien jusqu'au moment où la crèche ferme. Thierry Dupont. Il y a eu le problème des transferts de compétences, d'actes que dont l'État se défaussait sur les communes. Par exemple, je pense au titre d'identité. Et souvent, les communes râlaient en disant, oui, mais ça, il faut bien des gens pour les faire, pour les réaliser, ces titres. Donc, si on devait supprimer des personnels, est-ce que les communes, elles taperaient là? Et donc, quel serait le service rendu aux administrés? Ça peut être privatisé? Tout peut être privatisé, sauf un certain nombre d'actes, comme celui des cartes d'identité. Non, mais alors attention, à peu près tout, sauf à quelques exceptions près, on peut à peu près tout déléguer au service public. Le service public de l'eau, il est bien souvent délégué à des boîtes privées. Vous connaissez Veolia comme moi. Donc effectivement, on peut transférer ces charges-là au privé. Je pose la question parce qu'est-ce qu'il y a aussi une attractivité de ces métiers-là? Est-ce qu'ils sont
bien vendu, entre guillemets, par l'administration? Est-ce qu'on a envie d'être un agent territorial? Est-ce qu'on sait, on sait peu ce que c'est, vous l'expliquez heureusement, puis la Gazette des communes y revient aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'image de toutes ces professions? Vous avez raison. Finalement, un certain nombre de collectivités vendent mal leur action. Et je dirais, or, elles exercent des tâches tout à fait passionnantes dans tous les domaines possibles. Et elles ont parfois même du mal à recruter, si vous voulez, des cadres supérieurs ou des cadres moyens. Donc elles ont des problèmes d'employeurs, pratiquement. Voilà, donc c'est assez étonnant, si vous voulez. C'est un service assez méconnu, voilà, et qui gagnerait finalement à l'être dans les années qui viennent. D'autant que les charges qui leur incombent sont de plus en plus importantes. C'est pas l'État qui va aller gérer la question des transports, des flux de transport dans les métropoles, si vous voulez. Donc tout ça, effectivement, est méconnu. Il y a eu une réconciliation des Français avec leur administration territoriale. Elle existe aujourd'hui? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'autant le maire est une personne bien identifiée, autant le service qui est rendu... On continue de râler est mal connu en réalité. Il est mal identifié, on ne voit pas trop comment ça fonctionne. Et il faut reconnaître à la décharge des Français que la répartition des compétences dans ce pays est tellement complexe, ce qui relève de la ville, du département, de l'intercommunalité... on s'y perd. Oui, on s'y perd. Grâce à vous, un peu moins. Merci Guillaume Doyen. On vous retrouve tout à l'heure, ainsi que Thierry Dupont pour le débrief de notre invité politique de 8h. C'est Renaud Muselier, le président de la région Sud. Je ne vais pas dire PACA parce qu'il serait mécontent. On en parlera tout à l'heure pourquoi la région change de nom. Voilà, on passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait aujourd'hui en France, mais aussi dans les départements d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique qui sont français et où il fait forcément un peu meilleur. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Je suis commerciale et au début, je pensais être plutôt styliste ou autre, donc rien à voir. Je pense que si on peut concilier sa passion avec le travail, c'est le but ultime de tout un chacun. Essentiel pour certains, alimentaire pour d'autres. Au moment où le gouvernement réforme les règles du jeu, quel rapport les Français entretiennent-ils avec le travail ? Peut-on être heureux dans son boulot ? Dans cette émission, nous donnerons la parole à Olivier qui a troqué son costume de cadre pour le bleu de travail. Je suis à ma place, ça y est, c'est là, j'y suis. Arnaud, chef d'entreprise victime d'un burn-out, et Charlotte qui a la lourde charge de rendre heureux les salariés. On lui apporte plus que de lui faciliter la vie, on lui apporte du bien-être sur son lieu de travail. Ma voix compte, demain à 23h sur Public Sénat. Les intellectuels ne cassent pas et ne tuent pas. Donc on ne l'a pas fait. On était ce qu'on appelle des révolutionnaires. Et nous, quand on l'est, à 20 ans, on le reste. J'étais 7 ans au parti communiste, stalinien. J'ai mis des années à me guérir de ça. L'amant s'est fait à l'adolescence de la petite Blanche, jusqu'à s'y perdre. La jouissance qu'il prend à elle chaque soir a engagé son temps, sa vie, son esprit aussi. Je ne me réclame de rien, ni du nouveau roman, ni d'autre chose. Enfin, c'est le nouveau roman qui se réclamerait plutôt de moi régulièrement.
Ça les prend comme ça. Le siècle de Duras, vendredi à 22h sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette matinale d'info, territoire d'info avec l'invité politique de 8h, la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, j'accueille le président de la région Sud, Renaud Muselier. Bonjour. Avant, bonjour. Vous étiez président de la région PACA, maintenant vous êtes président de la région Sud. On va en parler dans un instant. Je crois que c'est un problème de marque que vous avez voulu changer. Oui, j'ai toujours été président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas changé de nom. C'est l'acronyme qui est insupportable à entendre et à prononcer et qui n'a aucun sens au niveau national comme au niveau international. Donc, on dirait le Sud. Avec Renaud Muselier sur ce plateau ce matin, en direct. Et on perd pas le Nord. Qui perd pas le Nord non plus, c'est Mickaël Zamès, rédacteur en chef à Public Sénat. Bonjour Mickaël, merci d'être là. Et Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien du plus grand quotidien régional français, Ouest France. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Stéphane Vernet, Renaud Muselier, l'actualité c'est le conflit des surveillants de prison qui continue de se propager un peu partout en France. Hier, le gouvernement était prêt à lâcher un peu de lest. Ce mouvement peut-il faire tache d'huile à d'autres secteurs du service public selon vous ? Oui. D'autant plus que rien n'a été préparé par le ministre compétent qui manifestement est incompétent. Incompétent. Nicole Belloubet, donc une professionnelle, un peu trop techno, mais incompétente. Incompétente. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est là ? Elle nous a expliqué que... Alors elle hérite d'une situation catastrophique. D'accord, mais vous dites aujourd'hui incompétente. Sauf que depuis qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle nous a expliqué qu'il fallait mettre les portables en prison. C'est tout. Elle n'a pas anticipé le problème des djihadistes qui devaient sortir. Elle n'a pas travaillé ou proposé quoi que ce soit sur ceux qui se radicalisent ou s'hyper-radicalisent en prison. Enfin, en tout cas, elle n'a pas travaillé. Et aujourd'hui, on est dans une situation de crise et de conflit, où dans cette crise et ce conflit, au fur et à mesure des négociations, vous avez dit qu'elle était technicienne, manifestement, en tout cas, elle ne sait pas faire dans le cadre du dialogue politique. Et quand on voit hier soir ces hommes qui, très honnêtement, ont un statut difficile, des rémunérations quand même pas terribles, et on leur fait la prime à l'attentat ou la prime au risque qui est ventilée comme si c'était une prime à agression et c'est celui qui a le plus d'agression qui va être le mieux payé, c'est n'importe quoi. Je pense que là, si le gouvernement ne veut pas que ça s'enflamme, en fait, son incompétence étant crasse, il est indispensable, je pense qu'elle doit démissionner. Vous craignez pour la prison je pense qu'elle doit démissionner. C'est le seul moyen de repartir à zéro sur un dossier aussi plombé. Et le gouvernement, en ne la faisant pas démissionner ou en n'acceptant pas sa démission, qu'elle donnera ou non, ça c'est un problème en interne de la majorité, il risque de laisser enflammer le reste. Vous avez des problèmes à la prison des Baumettes, très haute tension, titre La Marseillaise ce matin. Oui, mais nous on est Marseille. Bon, Marseille c'est une ville qui est compliquée, on le sait bien, mais c'est la vie de ces hommes qui doivent surveiller des délinquants graves, voire très lourds, voire radicalisés, qui se retrouvent dans une situation abandonnée par les gouvernements précédents, mais n'ayant rien anticipé depuis près de 9 mois. C'est ça le vrai problème. N'ayant rien anticipé, ils sont dans une phase de conflit, et dans la phase de conflit, là où justement l'expérience doit servir pour pouvoir parler à des gens qui sont tout à fait responsables, on le voit bien avec les syndicats qui s'expriment dans les différentes chaînes de télévision, qu'il y a manifestement une incompétence crasse. C'est quoi la solution ? Par exemple, le fait de vouloir créer 15 000 places de prison, comment on fait pour recruter les surveillants qui vont avec ? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? C'est quoi le point clé pour vous ? Là, vous constaterez quand même qu'au fur et à mesure, les syndicats eux-mêmes disent que suivant ce que va dire la ministre lors de l'entretien, ils partiront. Ils préviennent, ce qui est rarissime dans une négociation. C'est-à-dire eux-mêmes dans la négociation disent ce qu'ils veulent entendre pour pouvoir trouver une solution pour ne pas partir. Elle fait exactement l'inverse. C'est ça la réalité. Ce qui veut dire que dans cette discussion, plus le temps passe, plus les propositions qui seront amenées par le gouvernement seront hautes et lourdes, et donc mécaniquement feront tache d'huile sur les autres pans de l'activité. Alors, promettre des places de prison, c'est essentiel. Augmenter le nombre de personnels, c'est essentiel. Trouver un système de valorisation de leur salaire est essentiel, sachant que cette valorisation, on le voit bien dans la présentation, parce que c'est très compliqué pour le gouvernement, ce sont des gens responsables. Mais quand vous dites à quelqu'un, suivant votre niveau d'agression, vous serez rémunéré, si vous êtes payé, ou vous aurez votre prime en fonction des agressions que vous subirez. Mais c'est inacceptable pour un professionnel de la police, de la justice, de la santé, qui est de dire vous aurez une prime finalement d'agression. Et en fonction de cette prime d'agression, soyez bien frappés, comme ça vous serez mieux rémunéré. Enfin, comment peut-on aborder un discours politique dans une négociation avec de tels propos ? C'est le premier grand conflit social pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Pari risqué, là, pour l'exécutif ?
En plus, c'est une semaine difficile en termes de rentrée politique, parce que c'est deux pans de l'autorité de l'État qui viennent d'être quand même un peu lézardés. Un sur Notre-Dame-des-Landes, où il y a quand même sur Notre-Dame-des-Landes une décision politique, mais qui fait fi d'un référendum. Donc, quand même, quelque part, une volonté populaire, on vous explique que la question n'a pas été était bien posée, au bon, etc. Ok, mais enfin. Très bien. Ça, et parallèlement à ça, une volonté des élus qui fait en sorte qu'on est passé contre la volonté des élus, et on y reviendra après pour l'apprentissage, pour la centralisation, décentralisation. Bien sûr. Et parallèlement à ça, donc là, vous avez un pilier entier de notre société qui est discuté, qui est discutable et qui sera contesté. Donc, risque. Et parallèlement à ça, un vrai conflit social sur un territoire qui était facile à anticiper, qui était facilement compréhensible et qui est en train d'exploser sans que ça soit travaillé. Bon, autre sujet, le président du Sénat va faire des propositions ce matin, notamment sur la réforme constitutionnelle. Il y a deux lignes rouges, le non-cumul des mandats dans le temps et la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Est-ce que vous voteriez aujourd'hui ce texte? Je verrai ce que fera ma famille politique. J'ai une profonde affection pour M. Larcher, qui connaît parfaitement la mécanique française et institutionnelle. Et donc vous êtes d'accord avec lui sur les deux lignes rouges? Pas tout à fait d'accord avec lui sur ces deux lignes rouges, mais globalement assez d'accord sur plusieurs choses. Je pense que le cumul des mandats qui a été voté est une énorme erreur. Je suis moi-même aujourd'hui un des plus gros élus français, si ce n'est le plus gros qui reste, puisque je suis député européen, président de région. Et c'est l'Europe qui paye l'argent pour les régions, et c'est donc les fonds de cohésion passent par l'Europe. Et pour ma région, j'aurais récupéré 2 milliards pendant mon mandat. Bien. Deuxièmement, quand je suis à l'Europe, je réalise que sur les 28 pays, on est 751 députés. Moi-même qui étais parlementaire français pendant 20 ans à l'Assemblée, quand on additionne Assemblée et Sénat, on s'est dit que pour 60 millions d'habitants, par rapport à 500 millions d'habitants, il y a quand même une équivalence de nombre de parlementaires qui n'est pas cohérente. Par contre, là où il a raison, c'est qu'il est indispensable d'avoir au moins un gros élu parlementaire, sénateur dans chacune des départements. Et dans le temps, il faut savoir faire plusieurs choses dans la vie. À propos, Renaud Muselier, vous êtes président de la région Sud, ex-PACA, vous êtes député européen. En l'espace de quelques semaines, le gouvernement a pris des décisions sur Notre-Dame-des-Landes, vous en avez parlé, sur les 80 km/h sur les routes et sur la fin de la candidature à l'exposition universelle de Paris. Est-ce que ce sont des décisions qui vont contre l'intérêt des territoires, contre les élus locaux? Alors c'est la vraie discussion qui est sous-jacente avec le gouvernement. Moi, je suis pour un gouvernement qui décide. Donc je trouve que le fait qu'ils prennent des décisions, c'est une très bonne chose. Avant, on avait 5 ans d'indécision totale. Donc au moins, on a quelqu'un qui décide. Bon point, Édouard Philippe. Ça, c'est une très bonne chose. Après, le problème, c'est que dans quel sens vont-ils? Parce que toute décision a un sens. Et dans ce sens politique, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, toutes, sans exception, sont contre les élus locaux, contre la décentralisation. C'est un acte grave contre la décentralisation. Donc, en conséquence, on va voir au fil du temps comment s'articule la suite. La prochaine étape pour nous, on a eu les vœux de l'Assemblée des régions de France et on a notre Assemblée générale tout à l'heure. On est dans une situation où nous... Sur un texte d'apprentissage, et notamment sur la grande réforme sur l'apprentissage. Formation professionnelle, apprentissage. Ouais. L'Association des régions de France veut claquer la porte. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, bien sûr. Il faut claquer la porte des négociations. Oui, mais même plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut rendre les clés aussi. Ah oui. C'est non seulement on claque la porte, mais on rend les clés. Parce qu'on ne peut pas nous faire payer, nous, le lourd, dans lequel se désengage l'État, les laisser prendre la main sur les territoires d'activité avec des branches professionnelles qui sont globalement peut-être parfois compétentes au niveau national, mais globalement, j'ai près de 300 branches chez moi, j'ai l'UMM et le BTP qui sont compétentes. Les autres, les branches locales, on discute, on connaît... Le gouvernement voudrait donner finalement les clés, je reprends votre expression, au MEDEF. C'est ce que dit Hervé Morin. Et donc le MEDEF... Tout à fait, c'est-à-dire, il veut trouver une solution... Non, je ne suis pas aussi brutal que ça. Je pense que M. Macron réalise qu'il doit aller vite, que pour aller vite, il estime que nous ne sommes pas assez compétents ni performants, peut-être, que pour autant, il ne veut pas s'appuyer sur nous pour avancer et veut tout recentraliser. La preuve est faite dans le passé que la centralisation sur des bassins d'emploi dans lesquels nous travaillons et que nous connaissons, avec des gens que nous connaissons, avec les filières de formation où nous devons clarifier un certain nombre de choses, le gouvernement ne clarifie pas, veut prendre, qu'il prenne la totalité du bébé, on verra comment il est capable de le faire, parce que nous ne sommes pas là pour payer des décisions qu'il n'est pas capable d'assumer. Stéphane Vernet. À propos de décentralisation et de relations avec les élus, quel regard portez-vous sur le dossier Corse? Je suis député européen de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. J'adore les Corses. Les Corses ont réussi, en ce qui concerne les nations, à se fédérer entre eux dans le cadre d'une démarche indépendantiste et autonomiste pacifique. Ça me plaît. Pendant que les formations politiques traditionnelles ont disparu
par leur propre turpitude, bêtise ou erreur. Mais les revendications... Et donc aujourd'hui, ils sont porteurs légitimes d'une revendication populaire, en tout cas d'un message politique qui a été validé plusieurs fois par les urnes. Moi, je suis absolument contre l'indépendance, absolument. Je suis un républicain, j'aime mon pays, mon drapeau, mes valeurs. Et je le dis clairement, mais je suis pour plus d'autonomie. Et donc, quelque part, quand on voit le comportement du gouvernement vis-à-vis des territoires comme les nôtres, nationaux, dans le cadre de la métropole, on se retrouve dans un schéma où, suivant comment va faire le gouvernement, on va voir dans quel sens il va. Il ne peut pas aller sur une hyper-centralisation sur le domaine de notre territoire français et lâcher petit à petit une espèce d'indépendance, d'autonomie à une île que j'aime beaucoup demain, mais qui se doit de rester dans la République. Et donc là, de nouveau, quel va être le sens du gouvernement? Plus de nationalisation d'un côté et abandon de territoire pour une indépendance. Et à ce moment-là, forcément, on verra bien le sens politique que ça a, mais on sera en face. En tant que président de région, vous donnez aujourd'hui près de 300 millions d'euros par an à la SNCF pour le réseau. 362 millions. Pour être exact, donc pour le réseau. Est-ce que vous êtes prêt, vous, comme d'autres présidents de région, à confier la gestion des TER à des sociétés privées? Je suis le premier à l'avoir demandé. Je suis le premier d'avoir demandé avec Christian Estrosi, quand nous avons été élus. Nous avons 362 millions d'euros de factures à la SNCF pour globalement, on se bagarre un peu avec Monsieur Morin, pour le plus mauvais service de France et le plus cher. Il parle de Moyen-Âge, vous diriez la même chose pour vous? Non, on n'est pas au Moyen-Âge, mais disons qu'en tout cas, on est à des heures tardives de régularité, puisqu'on a le plus grand nombre de grèves, le plus grand nombre de retards et le moins de trains présents. Donc là-dessus... Donc vous êtes prêt, à confier à des sociétés privées? Attention, la fin non du seulement on est monopole prêt, mais de on a préparé, mais je reviens sur l'Europe. On dit toujours que c'est la faute de l'Europe. La réalité, c'est que l'Europe imposera l'ouverture à la concurrence, ou des appels à projets, au privé, à partir de 2021. C'est imposé obligatoire. Et donc, ils ont laissé au pays la possibilité d'avoir, à la demande des pays, la possibilité de faire. J'ai demandé au gouvernement avec Christian Estrosi, dès le départ, que l'on puisse tout de suite mettre en place les règlements européens qui arriveront en 2021 dans les territoires qui sont les moins bien desservis. Aujourd'hui, M. Bertrand vient avec, M. Morin vient avec, la totalité des régions de France, à quelques exceptions près, notamment le Grand Est, qui marche plutôt bien, ne le demande pas. Moi, j'en ai besoin. Nous, on a cassé notre convention, on ne paye plus, ou on paye ce qui nous paraît juste, c'est-à-dire une ardoise qui est diminuée de 35 ou 36 millions d'euros. Stéphane Vernet. Je vous propose de parler un petit peu de la droite. Laurent Wauquiez fait sa rentrée cette semaine, émission demain, convention nationale samedi. Qu'est-ce que vous attendez de votre nouveau patron aujourd'hui? J'attends quelqu'un qui... D'abord, je constate que M. Macron, qui a gagné les élections, n'a pensé qu'une seule chose, c'est détruire les autres partis pendant qu'il devait fabriquer le sien. On constate que cet homme élu sans parti se retrouve à un certain nombre de difficultés pour fabriquer son parti. Son parti est là, on parle de la droite, vous nous parlez de Macron. Oui, non, mais c'est parce que c'est pour arriver pour ma famille. Ah, d'accord. Et donc, on réalise à ce moment-là qu'incontestablement, dans la vie politique en général, il y a une droite, il y a une gauche, c'est historique. Au niveau européen, il y a une droite et une gauche, c'est historique. C'est la réalité de la vie, ça. Alors après, des fois, on est d'accord, des fois, on est contre, mais enfin, la réalité, c'est ça. Donc, nous avons besoin d'une famille politique organisée et structurée, et Dieu sait si la nôtre a perdu une élection imperdable, et donc essaye de se refaire, de penser ses plaies. Aujourd'hui, on est en train d'avancer. Laurent Wauquiez a été le seul candidat de poids à se présenter. Et donc maintenant, je souhaite, parce que j'arrive à la fin, que mon parti fonctionne, que dans mon parti, on compose un parti non pas caporalisé, je ne rentrerai jamais là-dedans, mais un parti conforme à ce que l'on représente au niveau européen, d'un parti de droite, parfois dure et forte, avec un centre droit, parfois souple. Moi, je suis assis à côté de Mussolini au Parlement européen. Muselier, le petit-fils de l'amiral Muselier qui a donné la Croix de Lorraine, est assis à côté de la fille du Duce. Mais qu'est-ce qui se passe? On se parle, on se bat plus. Et donc, la droite européenne dans sa totalité, dans laquelle nous avons les Hongrois, dans lequel nous avons les Portugais, qui n'ont rien à voir avec les Hongrois. Nous-mêmes, nous n'avons rien à voir. Eh bien, on est majoritaire, et cette majorité est très importante pour donner le pouvoir au Parlement européen, pour choisir le président de la Commission, donc pour imposer ce que l'on souhaite pour la suite. Donc notre famille politique, dans le cadre de 2019, dans le cadre des élections européennes, doit organiser son discours autour d'une droite variée, plurielle et non caporalisée. Est-ce que vous attendez une clarification de Laurent Wauquiez sur cette question européenne? J'attends une position de Laurent Wauquiez en tant que chef d'équipe pour fabriquer un discours conforme aux valeurs
que je représente, que je porte dans ma famille politique, la droite, au niveau européen. Parce que c'est le prochain mandat, et c'est important. Oui. Et donc là-dedans, on doit avoir une droite plurielle, et pas une droite caporalisée. Y compris le rêve de se peindre en vert, comme l'écrit l'Express aujourd'hui. Laurent Wauquiez rêve de se peindre en vert. On parle d'un président des Républicains qui veut construire une écologie de droite. C'est dans l'Express cette semaine, on vient de recevoir le journaliste. Je ne sais pas s'il rêve de se peindre en vert, mais on lui prête un certain nombre de rêves quand même. Parce qu'avant, il était centriste, après, il est trop à droite, maintenant, il est trop vert. En tout cas, il est président de notre mouvement. C'est pas moi qui vais lui dire. J'ai fixé dans le budget que nous allons voter en décembre, je veux que ma région soit une région exemplaire avec une COP d'avance, c'est-à-dire exemplaire sur l'accord de Paris. 20% de mon budget, tout ce qui est développement durable, 5 grands sujets, 100 propositions. En gros, comme Nicolas Sarkozy, vous dites il faut qu'il chasse en meute, quoi. Oui, mais moi j'aime bien. Moi, je suis un chasseur, comme Monsieur Larcher d'ailleurs. On chasse quoi? Je sais pas. Voilà, donc en meute, oui, mais ça dépend. C'est le gros gibier, c'est la plume, c'est le truc. C'est la victoire aux élections sur un discours politique clair, avec un discours rénové. Et le prochain qui va arriver, ce sont les européennes, et c'est là-dessus qu'il faudra le cadrer. Stéphane Vernet. Alors, ce discours, vous cessez de parler d'un discours rénové, clair, sur des valeurs, mais lesquelles? C'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce que peut se placer clairement la droite dans le contexte politique actuel? Pro-européenne. Pour vous? Pro-européenne. Et respectueuse de l'État français, très clairement, c'est les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, décentralisatrice, donc régionaliste, comme chez moi, ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et respectueux des différences. Marseille, c'est pas les Hautes-Alpes, ça n'a rien à voir avec le centre de la France. Et donc il y a un respect par strate, avec des valeurs différentes qui sont autour du travail, de la famille, bien sûr, mais surtout de la République, dans la paix européenne, en respectant le territoire. Justement, Renaud, c'est pas si facile que ça à faire. On parle de Marseille un petit peu. De plus en plus, candidat à la mairie de Marseille, on dit Christophe Castaner prêt à y aller, selon beaucoup de bruit. Est-ce qu'il ferait un bon maire de Marseille? J'en sais rien, moi. D'abord, il faut savoir s'il a envie d'y aller. J'en sais rien, moi. Marseille est une ville compliquée. Écoutez, de toute façon, la succession du maire, on en parle depuis qu'il a été élu en 95. Donc, vous savez... Et vous-même, c'est un serpent. Vous serez candidat? Je regarde simplement que... moi, je suis président de la région jusqu'en 2021. Je compte le rester, mais moi, j'ai un programme pour Marseille. J'ai un projet pour Marseille. J'ai grandi là-bas, j'ai vu là-bas depuis un certain nombre de générations. Je ne laisserai pas faire n'importe quoi à Marseille. Vous pourriez vous porter candidat? J'étais 20 ans premier adjoint, 20 ans député. Je suis président d'une très grande région. Ancien ministre. Et ancien ministre, 2 fois. J'ai un peu d'expérience. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et il ne faut pas tout avoir. Il faut fabriquer sur un projet. Quel va être le projet des uns ou des autres? Quelle est l'envie? Quelles sont les compétences? Mais j'aime ma ville, j'aime fondamentalement, je ne suis pas candidat. Je le dis très clairement. De toute façon, il suffit que Gaudin dise que Castaner est candidat pour qu'il tombe malade. Donc vous savez, la réalité c'est que le maire de Marseille, qui veut imprimer l'image d'un grand maire, montrera que la fin de son mandat, il a été un mauvais maire. La gestion précédente, un mauvais maire, un mandat de trop, un mandat de trop. 2 mandats de trop. Le mandat précédent était un mandat de cohabitation politico-mafieuse avec M. Guérini. C'est important ce que vous dites. Jean-Claude Gaudin, un mauvais maire. Et deuxième mandat, celui-là, ne sert à rien. Ça fait 2 mandats pour rien. Et là-dedans, on se retrouve dans un schéma très compliqué. Et pourquoi lui, qui est le prof d'histoire, qui veut toujours écrire l'histoire de survivants et qui répète toujours les mêmes histoires pour rappeler son histoire, la réalité, en fait, c'est que la fin est dramatique, l'état de la ville est quand même catastrophique, et que lui montrera bien qu'il a été un mauvais maire parce qu'il n'aura pas préparé sa succession par rapport à l'ambition qu'il s'est donnée ou qu'il aura voulu donner à sa ville. Dites donc la cohabitation entre le président de la région Sud, vous, et le maire de Marseille, toujours, en fonction de Jean-Claude Gaudin, jusqu'à la fin, ça va être compliqué. Non, c'est pas compliqué. Quand j'ai été élu, j'ai fait un équilibre territorial sur la totalité de la région. Je suis allé voir le maire de Marseille. Je lui ai proposé un contrat d'équilibre territorial de 100 millions d'euros. Je donne 120 millions d'euros à la métropole Provence-Marseille-Provence. Je n'arrive même pas à avoir un rendez-vous avec le maire pour signer ça. Moi, j'ai pas de problème. J'ai donné, j'ai voté, j'ai signé. Je peux pas le valider. Merci. Renaud Muselier, président de la région Sud, Aix-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle s'appelle Sud maintenant. Pour l'international aussi. Député européen et ancien ministre d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Renaud Muselier qui n'a pas eu sa langue dans sa poche, Guillaume Doyen et Thierry Dupont, nos 2 débriefeurs aujourd'hui de notre invité politique, président de la région Sud. On commence évidemment sur ce qu'a dit le président de la région ex-PACA, donc région Sud, sur le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. 2 mandats de trop. Guillaume Doyen, il a dit. Jean-Claude Gaudin a fait 2 mandats de trop. Ouais, c'était une charge assez sévère. Et c'est encore un euphémisme
que de le dire. Belle bataille à droite qui s'annonce manifestement. La région elle-même. Avec Christophe Castaner en plus en pointillé. On va avoir à Marseille, je pense, un des plus beaux plateaux de France en matière de combat municipal. Et Mélenchon au milieu de tout ça. Et Mélenchon, oui, il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, M. Gaudin avait montré toute l'affection qu'il pouvait avoir pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut savoir que Gaudin est quand même quelqu'un qui distribue sans arrêt, qui à chaque fois que quelqu'un monte dans son camp, il n'a de cesse que de couper les têtes. Renaud Muselier en a parfois fait les frais. Et par contre, il sait tendre la main à des adversaires politiques, en tout cas montrer qu'il a de l'intérêt, de l'affection, y compris pour des gens comme Jean-Luc Mélenchon. Dites-moi, la cohabitation là, entre le président de la région et le maire de Marseille, il reste encore quelques mois avant les municipales. Ça risque d'être un peu compliqué. Il a dit qu'il n'avait même pas réussi à obtenir un rendez-vous avec le maire de Marseille. Il est président de la région quand même. Alors, on n'a pas la version du maire de Marseille, si vous voulez. Mais là, dans ce système-là, où vous avez une grande métropole quand même, qui peut regarder presque d'égal à égal, les yeux dans les yeux, le patron de la région dans le système institutionnel. Il y a aussi ça, il n'y a pas que de la politique et aussi de l'affrontement. Et des flux financiers. Donc on a créé quand même, avec Aix-Marseille, une seule métropole d'une certaine puissance qui peut regarder donc les autres avec dédain, si elle le souhaite. Renaud Muselier dit j'ai un projet pour Marseille, c'est-à-dire que de sa position de président de région, il a effectivement la main sur tout un tas de choses, sur tout un tas de dossiers, donc il peut là aussi contribuer au développement de la ville et au redressement de la ville, puisque la ville va quand même assez mal et les habitants s'en plaignent suffisamment quand même. À Marseille, les gens, sur la question de la propreté, ça revient quand même cycliquement, les gens sont exaspérés. Certains présidents de région, Guillaume Doyen, vous connaissez bien, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions, je le dis toujours, sont devenus des personnages politiques de première importance. Xavier Bertrand, aujourd'hui, vous avez vu, râle plus que ça d'ailleurs, veut prendre des mesures contre la SNCF en privatisant une partie des lignes. Vous avez entendu Renaud Muselier ce matin, il a pris des positions sur le plan national très fortes. Hervé Morin, président des régions de France d'ailleurs, président des présidents de région, était sur ce plateau il y a quelques jours, pareil, prenait des positions fortes. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils deviennent des personnages, j'allais dire, nationaux? Est-ce que ça se fait au détriment des régions, voilà? Non, pas du tout. Alors, il y a moins de régions, donc ça fait déjà moins de noms 13 maintenant, hein. 13 régions. Moins de personnages. Et puis, alors là vous avez... dire Valérie Pécresse aussi, qui prend des positions politiques régulières. Ou des positions politiques régulières. Et puis là, vous l'avez interrogé sur des choses extrêmement concrètes. C'est qu'on sait maintenant qu'ils peuvent, vu que l'Europe le souhaite, ouvrir à la concurrence les trains, les TER sur leur territoire. Lui dit, je veux même, on a déjà fait un sujet là-dessus sur la Gazette, je veux même aller plus vite. Même anticiper des décisions européennes qui vont nous arriver. Il a fait une allusion rapide à Morin, parce qu'en Normandie non plus, le trafic ferroviaire local... Hervé Morin, président de la région Normandie, président des régions de France. Donc si vous voulez, là on s'aperçoit tout à coup que ces personnages-là, que la fonction de ces personnages-là et l'utilité des régions, elle est réelle et que le pouvoir est réel. Et en plus, ils sont entendus. Vous avez entendu sa réaction à la problématique des prisons, au conflit des surveillants. Parlant du garde des Sceaux, de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, il a dit qu'elle doit démissionner. Des compétences crasses. Oui. Et plusieurs fois. Oui, selon votre niveau d'agression, vous serez rémunéré. C'est absolument absurde, il a dit. Oui, il l'accuse de ne pas avoir travaillé de ne pas avoir anticipé cette grogne des surveillants, alors qu'elle est au gouvernement depuis Nicole Belloubet depuis 9 mois. La charge est très très sévère, mais c'est vrai qu'on voit le conflit s'enliser, en tout cas perdurer jour après jour. Donc il faut que le gouvernement reprenne la main là-dessus. En plus, il est crédible, j'allais dire, quand il dit ça, puisqu'à la président des Baumettes à Marseille, que tout le monde connaît, il est président de la région, donc quand il parle, ça porte, c'est ce qu'on disait il y a un instant, Guillaume Doyen. Oui, quand il parle, ça porte. Mais si vous voulez, d'autant que les présidents de région ont été élus, mais enfin, c'est l'ancien monde. C'était avant la victoire de Macron. Donc on a au niveau local encore des structures qui relèvent des partis qui sont traditionnels, enfin ceux qui se sont effacés lors de la présidentielle et de la législative. Donc on a les opposants classiques. J'ajoute que sur les questions de sécurité,
la charge assez lourde là qui mène contre Belloubet. On peut pas dire que la droite y soit arrivée non plus à régler ce problème des prisons. Effectivement, elles sont surpeuplées depuis un bout de temps. La situation est intenable. Ça explose maintenant parce qu'on a encore d'autres soucis qui viennent se rajouter. Mais elles n'ont pas à régler ce problème-là. On peut créer 15 000 places. Elles vont se remplir tout aussi vite. Sarkozy en parlait déjà. Donc je trouve que là, un peu de modération ne fera pas de mal. Thierry Dupont. Oui, alors moi ce qui m'a intéressé, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'il y a des grands noms qui sont maintenant à la tête des grandes régions. Oui, parce qu'il faut tous se rappeler, tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, ils étaient ministres sous Sarkozy avant de devenir président de région, hein, que ce soit Morin, que ce soit Wauquiez, que ce soit Valérie Pécresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement maintenant, les présidents de région qui ont beaucoup de compétences, dont les structures, les assemblées ont beaucoup de compétences, ils voient bien qu'il y a une tentation de recentralisation de la part du pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc il l'a dit, moi je suis pour Renaud Muselier l'a dit, moi je suis pour une droite qui soit décentralisatrice et donc régionaliste, c'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas qu'on vienne empiéter sur ses plates-bandes, qu'on lui retire des compétences. Et c'est bien là, par exemple, on l'a vu avec sa critique de la réforme de l'apprentissage et de la taxe de la formation professionnelle. Pardon. Sur la Corse, par contre, un positionnement original. Et il a dit, bien sûr, je suis un républicain absolu, pas d'indépendance, mais je suis pour une autonomie plus importante. Oui, il a rappelé qu'il, comme député européen, il était aussi élu par les Corses. Ça fait partie de sa circonscription. Donc il a tenu un langage de sagesse politique, plutôt. Il y a beaucoup de Corses à Marseille aussi. Voilà. Et à Aix. Merci beaucoup, Guillaume Doyen. Vous dirigez la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci beaucoup, Thierry Dupont de l'Express, d'avoir débriefé notre invité politique de ce matin, Renaud Muselier, le président de la région Sud. Vous avez compris qu'il ne fallait plus l'appeler Provence-Alpes-Côte d'Azur. On passe tout de suite au Zap Monde. Du trait de territoire, on passe à l'international avec le Zap Monde de TV5 Monde. En quelques minutes, ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. On regarde ça ensemble. Tant pis si elle était prévue pour la fin de l'année 2018. D'ici au 30 avril, Nicolas Maduro a décidé de convoquer une élection présidentielle pour laquelle il se dit prêt à être candidat. Je demande aux autorités électorales de fixer la date la plus proche pour sortir de cette situation, gagner les élections et commencer à faire une grande et nécessaire révolution en 2018. Une poignée de main n'attend pas l'autre. Pour Justin Trudeau à Davos, la pêche aux investissements a commencé. Mais dans cet exercice de vente, l'incertitude entourant le sort de l'ALENA lui donne du fil à retordre. Le dénouement des négociations du partenariat transpacifique tombe donc à point nommé. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que le Canada et les 10 autres membres de l'accord de partenariat transpacifique, global et progressiste ont conclu leurs négociations à Tokyo. Ils sont arrivés aux États-Unis illégalement avec leurs parents. À l'époque, ils étaient de tout petits enfants. Devant le Capitole à Washington aujourd'hui, ils ont beau garder leur surnom de Dreamers. Leur rêve américain s'est transformé en cauchemar ces derniers jours. Les rêveurs ne sont pas les jetons d'une négociation. Au début, ils ont dit qu'ils leur donneraient un permis de travail. Et maintenant, ils veulent négocier cela. Ils ont grandi ici. Ils parlent la langue, c'est leur pays. Et ils veulent les expulser. Dans la crise sur le financement de l'État fédéral américain, les Dreamers ont la désagréable impression d'avoir été floués par le compromis entre républicains et démocrates. Qui que ce soit qui a mené les attaques, la Russie est en dernier lieu responsable pour les victimes en Ghouta orientale et pour les innombrables autres victimes syriennes prises pour cible par des armes chimiques depuis que la Russie est intervenue en Syrie. Everybody here is a winner. A winner and a loser and a loser and a winner. Let me tell you. Il savait slammer et même rapper. Mais sa musique à lui, c'était le jazz. Son instrument, la trompette. Hugues Masekela avait eu sa première trompette à l'âge de 16 ans. Cadeau d'un prêtre anglais anti-apartheid qui travaillait dans les townships. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain à la même heure. La semaine prochaine, nous aurons une émission très centrée sur le Grand Sud, puisque nous recevrons le prince Albert de Monaco, mercredi 31, et Christian Estrosi, le président de la métropole et maire de Nice. Donc le 31 janvier, le prince Albert de Monaco en direct sur ce plateau. Merci à tous, à demain et bonne journée.